Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes. Nous revoilà réunis pour quelques minutes. Comme toujours, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et oui, je sais, j'ai été super absent. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pleuré. Je le sais, je suis au courant. Mais j'ai une bonne excuse et ma mère m'a mis un mot dans mon cahier de correspondance. Alors ça va, vous avez rien le droit de dire. Pour tout vous expliquer. Je suis en ce moment même en train d'essayer d'acquérir un logement avec madame. Et franchement, ça me prend énormément de temps et d'énergie. Du coup, j'ai pas pu enregistrer comme je le souhaitais, alors que j'arrête pas d'y penser. En fait, il me faudrait plus de temps. Donc là, je réfléchis à me faire une greffe de temps. En tout cas, je suis de retour et on va parler aujourd'hui de beaucoup de choses, parce que j'ai du retard. Donc, dans le Tu sors ou je te sors, Spider-Man de père en fils, par Gigi et Henry Abrams, The Wicked the Divine, le tome 9, de Blue Period en manga et de Shinotori qui s'est terminé récemment. Puis on va parler de Come Away en VOD et évidemment la Snyder Cut. J'ai pas pu passer à côté. Je me suis tapé ces 4 heures de film et il y a des trucs à dire là-dessus. On continuera comme à chaque épisode avec les sorties que j'attends dans la boîte de chocolat. On passera ensuite aux temps anciens avec cette semaine un incontournable du manga qui a inspiré notre ami Tarantino. Vous avez peut-être déjà deviné de quelle œuvre il s'agissait. Et enfin la petite reco de la semaine. Eh ben on va commencer mes petits geekouniou, c'est le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Et on débute avec le comic book que beaucoup attendaient en ce début d'année, même si elle a bien commencé l'année, là on est quand même en avril. Il était d'ailleurs dans la boîte de chocolat du dernier numéro de Supplément Geek, puisque c'est une œuvre signée par J.J. Abrams, qui n'est clairement pas n'importe qui, puisqu'il est le réalisateur de Super 8, de 2 Star Trek, ou encore de Star Wars 7 et 9. Oui, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Bon là ce qui nous intéresse, c'est surtout son côté scénariste. Alors, sur quoi est-il auteur? Eh bah, pas mal de séries, notamment Alias, Fringe ou Lost. Et en film, eh bah, il a scénarisé Armageddon, Super 8 et Star Wars 7 et 9. Oui, bon. Bon, il écrit ce comics Marvel, évidemment, puisque c'est une histoire de Spidey, avec son fils, Henry, qui n'a que 23 ans et dont c'est, à ma connaissance, le premier scénario. Pour illustrer tout ça, ils ont fait appel à Sara Pichelli, dessinatrice italienne de renom, qui a déjà réalisé pas mal de choses dans sa carrière. On peut voir son nom sur les planches de plusieurs histoires de Spidey, Ultimate Spider-Man par exemple, et de bien d'autres choses. Aux couleurs, on retrouve Dave Stewart, multi-récompensé au Eisner Award. C'est l'équivalent des Oscars, mais pour le comics, si vous voulez. Il a un CV long comme le bras, voire même comme 2 bras. En fait, il a un CV long comme le bras de Dalsim. Et le meilleur pour la fin, la couve est signée par Olivier Coipel, et à chaque chapitre on retrouve une nouvelle couve, puisque je vous rappelle que nous avons là un album qui regroupe 5 épisodes, sorti en 2019 aux USA, séparément, puisque là-bas ça sort en fascicule. Alors qu'est-ce que ça donne une histoire de J.J. Abrams sur un super-héros, et pas pour le ciné, mais pour un bouquin? Déjà le petit speech. Peter se fait attaquer par un méchant nommé Cadavéric. Cadaverous en VO, bon... Déjà le nom, hein. Et pendant ce combat, une lourde perte va le pousser à abandonner son costume, et il va devoir confier Ben, son fils, qu'il a appelé comme son oncle, à sa tante May. 12 ans plus tard, le petit qui a bien grandi, en plus de faire sa crise d'ado, remarque que de pouvoir s'accrocher à main nue sur un mur n'est peut-être pas très normal. Il comprend donc qui était son papounet, et une rencontre va le pousser à agir contre les méchants vilains. L'héritage de Spidey commence ici. Bon, on va pas se mentir, le scénario est nul à chier, une histoire de sang, de code génétique à 2 balles, vraiment c'est naze. Cadavéric là, je pense que c'est un méchant qu'avait proposé J.J. Abrams pour Star Wars, mais tout le monde a dû lui dire non, ça va J.J., merci, hein, c'est cool. Du coup, il l'a placé où il a pu, et c'est tombé sur notre pauvre Peter. C'est une espèce de gros monstre alien mécanique dégueulasse, qui a une armée de petits monstres aliens dégueulasses, bien pompés sur les xénomorphes d'ailleurs. Sa motivation, elle est nulle à chier aussi. Bref, un méchant nul. Ensuite, on a le pourquoi Peter a laissé son fils à May, et ça lui ressemble pas du tout quand on connaît un peu Peter. Il a déjà fait face à la perte de Gwen, de son oncle Ben, de ses parents. Là, je vois pas pourquoi il ne saurait pas affronter ça, d'autant qu'il y a un enjeu encore plus important, puisque il a un fils. C'est son fils, et lui, il l'abandonne. Et en parlant du fils, parce que c'est quand même le héros de cette histoire, bah il est pas si mal. Mais bon, c'est un petit con qui va se rendre compte que c'est pas cool d'être un petit con. Il veut faire le bien, hein, mais il veut le faire à sa manière. C'est un gosse, quoi. Par contre, sa rencontre avec une camarade, ça, c'est sympa. C'est la seule qui apporte quelque chose de cool, de frais à l'histoire.
Elle explique à Ben qu'on a de grands pouvoirs parce qu'on a de grandes responsabilités, donc l'inverse de la célèbre réplique de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Finalement, leurs échanges sont plutôt intéressants, et ça sauve un petit peu le récit d'avoir une personne attachante comme elle, mais elle n'est pas très bien exploitée. En fait, je crois que tout va trop vite. Les moments où Peter et son fils sont ensemble pourraient être un peu plus poussés, nous montrer les ressentis des deux vis-à-vis de l'autre, ou même juste qu'on apprenne à mieux connaître la personnalité du nouveau Spider-Man. Mais non, ça arrive jamais. On passe très vite à des scènes d'action insipides, dont le seul intérêt, c'est de nous montrer que Spider-Man est toujours là, même s'il n'est plus Peter Parker. Dommage, parce que niveau design, c'est magnifique. Sarah Pichelli, elle est super. Elle sait rendre les personnages humains, mettre des émotions dans les gestes, les postures. Les moments plus dynamiques sont aussi bien réalisés d'ailleurs. Et c'est sombre, plus que ce qu'on voit d'habitude. En tout cas, plus que ce qu'on voit en ce moment dans les pages d'autres aventures de l'araignée. Et ça, Sarah, je pense qu'elle a aimé le faire. Parce que c'est vraiment canon, ça se voit. Elle a pris du plaisir à le faire. On dirait du Akira parfois, à d'autres moments du Cronenberg ou du Ridley Scott. Et c'est bizarre ça, sur une histoire de Spidey. En fait, c'est très dommage qu'il n'ait pas pris le temps d'élaborer un meilleur scénario qui mettrait plus les choses en place et qui laisserait le temps de s'accrocher à certains persos, surtout le héros quoi. Niveau couleur, rien à dire, le rouge et le bleu sont très présents, et pas que dans le costume, ça reste subtil, et tout est bien équilibré, joli duo, Pichelli, Stewart. Donc une petite déception, pas plus déçu que sur les Star Wars, voilà, ça c'est dit, mais quand même, j'avais un petit espoir de voir quelque chose de réellement surprenant. Je pense que le format comics laisse pas mal de liberté et de place, peut-être même plus qu'au cinéma en tout cas, en ce qui concerne les scénarios, et c'est là où cet album est le plus mauvais. Donc je vais partir sur un 2,5 du coup. Voilà, j'aurais voulu voir vraiment de père en fils, un héritage, des échanges entre les deux Spider-Man, mais rien, juste un récit peu travaillé qui va dans tous les sens. On retiendra seulement le travail artistique de Sarah et Dave. Bon, grosse absence, donc j'ai lu quand même beaucoup, et je conseille toujours autant Nomen Omen. Le tome 2 est dingue, il est sorti le 10 février chez Panini Comics, toujours écrit par Marco Bucci et mis en image par Jacopo Camani. C'est plein d'idées, c'est frais, c'est beau, ça rappelle un peu les œuvres de Kieron Gillen et Jamie McKelvey, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui ont fait donc Phonogram et The Wicked the Divine, autant dans la façon de raconter que dans la façon de le mettre en image. On remplace juste la musique par la technologie dans l'histoire, et on joue avec le noir et blanc et la sorcellerie plutôt qu'un panthéon de dieux, sans faire non plus du copier-coller. Ils ont chacun leur charme, et qui me touche d'ailleurs. Mais je peux pas m'empêcher de faire le lien entre tous ces bouquins, et c'est sûrement pour ça que j'aime d'ailleurs, c'est ce qui m'attire. Enfin, on retient surtout que c'est vraiment cool, que les idées fusent, et qu'elles sont plutôt bien menées, et qu'esthétiquement, c'est canon. Donc je vous invite vraiment à aller ouvrir le premier tome, ou à continuer avec le deuxième de Nomen Omen. On aime ça, et donc la note, je trouve que ça mérite un bon 4 sur 5, facile pour Nomen Omen, tome 2. Encore en comics, en bref, est sorti le 26 février dernier le tome 2 de Batman Joker War par James Tynion IV et George Jiménez chez Urban Comics. On continue l'ascension du Joker à Gotham et Brucey n'a pas un rond, alors que normalement vous savez, Bruce Wayne il est pété de thunes. Et franchement, c'est pas la joie côté famille, il est au plus mal. Mais faut qu'il affronte son grand ennemi de toujours. Et c'est d'ailleurs assez dingue qu'on aime encore, après autant d'affrontements, continuer à voir ces deux-là se taper dessus. D'ailleurs, juste comme ça, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, je suis partagé quand même, parce que je suis un peu d'accord avec Harley Quinn. Je ne dis rien de plus. Les nouveaux persos sont très cool, ça fait du bien de voir de nouvelles têtes. C'est un peu long à se mettre en place, par contre c'est fluide. Et si ça avait été plus rapide, peut-être qu'on ne serait pas aussi pris par la chute de Batman. C'est bien mené, on a des méchants pas si méchants, des méchants très très méchants, et des méchants manipulateurs. George Jiménez fait un travail magnifique, c'est plein de détails sans être fouillis, c'est fin, c'est voluptueux, c'est parfois effrayant, il est balèze. En fait, le duo me fait un peu penser à ce que proposaient Snyder et Capullo, par exemple La Cour des Hiboux. C'était nouveau, c'était beau, c'était intelligent, j'avais accroché dès le début, et là, c'est pareil. Du coup, j'espère qu'ils ne vont pas se perdre comme Snyder et Capullo, parce que franchement, je suis pas super fan des Batman death metal, metal, machin. Je trouve que ça part trop dans tous les sens, il y a trop d'épique pour peu d'histoire, et je trouve ça dommage d'aller aussi loin pour faire une histoire qui finalement est pas si prenante.
Mais bon, c'est pas le sujet. Et puis chacun ses goûts. Niveau couleur, Tomeu Moret, c'est parfait ce qu'il nous propose, j'ai rien à dire, ça sublime les dessins de Jiménez. L'histoire est entrecoupée par des interludes assez sympas. Évidemment, je vais parler de celle avec les dessins d'Olivier, toujours lui, Olivier Coipel. Je vais pas vous saouler, c'est beau, je l'aime et c'est trop cool de le voir chez Batman. C'est même trop court, on en veut beaucoup plus. En tout cas, cette série est celle qui me fait le plus plaisir depuis un bon moment sur l'univers de Batman. Ça prend des risques, ça invente des choses, et c'est très très bien réalisé. Donc je conseille aussi. En plus, je pense que c'est abordable, même si vous n'êtes pas hyper connaisseur de cet univers. Faut être un peu familiarisé quand même, mais pas besoin d'avoir lu tout Batman pour comprendre cet arc. On veut vite le tome 3, et donc c'est un 4,5 sur 5 pour ce titre. J'ai dit que ça faisait longtemps, alors on rattrape le temps perdu les potes, et j'ai encore un petit comics sous la manche, en ultra bref, mais j'ai tellement aimé le lire que je devais placer un mot sur The Wicked the Divine, qui vient de se terminer. Le dernier tome est paru chez Glénat le 26 mars, et quelle fin! McKelvey et Gillen nous ont sorti le grand jeu, avec des révélations, des réponses bien sûr, du sang, de l'énergie, c'est dingue. Donc le Panthéon est au plus bas, les ténèbres sont une menace imminente, et Ananke doit être anéanti. Difficile pour les dieux d'ériger des plans pour la contrer. J'adore toujours autant les dessins et les couleurs, c'est vraiment parfaitement en adéquation avec l'histoire qui est pop à souhait. C'est un comics que j'avais déjà conseillé, et je continue à le faire, de le conseiller. En plus, ils ont eu l'intelligence de faire une fin qui n'en fait pas trop, alors qu'au vu de l'histoire et des rebondissements, ils auraient pu tomber dans le cliché ou dans l'ultra méta, mais non, ils n'en ont rien fait. C'est fait avec finesse, élégance et subtilité. J'ai hâte de voir ce que ce duo va nous proposer maintenant que cette série est terminée, et je sais déjà que je vais relire The Wicked the Divine plusieurs fois, tellement j'ai pas envie de quitter cette atmosphère et ces couleurs. Donc foncez les amis, c'est entre 4,5 et 5 pour la série complète. 9 tomes, c'est pas énorme, et c'est un comics indé des plus innovants de ces 10 dernières années. Allez, manga maintenant. Et donc j'ai lu le Blue Period, j'étais bien obligé, moi qui suis aussi attiré par la peinture et l'art en général. D'ailleurs, si vous voulez voir, je mets mon compte Insta photo, où vous trouverez mes peintures, du skate, mes photos hors comics et manga quoi, mais photos quoi. Enfin bref, allez voir. Blue Period, le tome 1 est sorti chez Pika Édition le 20 janvier. Oui, c'est pas récent, pas grave, on n'était pas là, on a du retard, on rattrape. C'est un manga de Tsubasa Yamaguchi, et je vais vous parler plutôt du tome 1 parce que j'ai pas encore lu le tome 2, c'est aussi simple que ça, le tome 2 était sorti le 17 mars. Alors Blue Period, qu'est-ce donc que ce titre? On suit un étudiant, Yatora, faussement rebelle, pour se donner un genre, mais très bon en cours et plutôt pragmatique. Du coup, il s'entend bien avec tout le monde. C'est même son but de s'entendre bien avec tout le monde. Il n'a aucun intérêt pour l'art, ne le comprend absolument pas, n'en voit même pas l'utilité. Pour son avenir, il envisage un parcours classique, voire même postuler dans des écoles prestigieuses. Sauf qu'il n'est pas rebelle en vrai, le petit père. Et on voit bien que c'est justement son problème. Il n'a absolument jamais lui-même dans son quotidien, à tel point qu'il n'a pas l'air de savoir qui il est vraiment et qu'il agit simplement pour peaufiner son image. Puis il tombe sur les cours de dessin, mais se dit que c'est un truc de surdoué, qu'il faut avoir un don inné pour l'art pour en faire partie, et ne s'y intéresse donc pas plus. Sauf que il va se laisser prendre au jeu et s'y intéresser après avoir compris que des émotions pouvaient passer par une peinture et que tout s'apprend. On peut avoir des prédispositions, certes, mais les techniques s'apprennent et parfois ça peut être un bon moyen de parler sans utiliser la parole, l'art. Alors pour ceux qui comme Yatora ne sont pas forcément attirés par l'art en général, c'est justement un bon moyen d'y passer un orteil avant de passer le pas entièrement. Et le choix d'avoir choisi un mec qui en a absolument rien à carrer de base, je trouve que c'est le meilleur choix scénaristique possible parce que c'est facile de s'identifier à lui. Ça va pas vous expliquer le titre par contre, ce que je viens de dire. Blue Period. Ça, je vous laisse le lire pour le découvrir, même si c'est pas vraiment un spoil, je préfère vous laisser la surprise. Pour accompagner Yatora, on a pas mal de persos assez cool, des profs malins et intéressants, au mec de sa bande de potes un peu débiles mais fort sympathiques, qui sont pas bien méchants, les petits pères, en passant par des élèves du cours de dessin qui sont tous très différents mais aussi attachants. Le personnage secondaire qu'on retient surtout, et qui est à la base de son nouvel attrait pour quelque chose qui lui est totalement étranger, se nomme Yuka,
que j'imagine non binaire, puisqu'elle, au premier regard, a une apparence féminine, mais est appelée au masculin tout le long. Personnage qui au début n'est pas hyper à l'aise avec notre héros, et idem pour lui, mais l'art va s'en mêler, leur relation va aussi évoluer. Encore ici, l'auteur n'en fait pas trop, le ton est juste, jamais déplacé, et on apprécie voir les changements s'opérer chez Yatora au fur et à mesure de ses rencontres et de son introspection. Au-delà de l'histoire, parlons justement des dessins de l'auteur. C'est clairement pas un manga comme les autres, sauf que là, le chara-design est totalement classique. Pas très poussé en tout cas, pas plus que dans la plupart des œuvres qui sortent de nos jours. Ce que je peux dire, c'est que c'est fin, comme l'histoire, mais pas transcendant. Et je dois admettre que je m'attendais justement à mieux, surtout quand on sait que Tsubasa Yamaguchi a fait des écoles d'art qui sont nommées dans le livre. Par contre, tous les dessins, et c'est là que c'est hyper intéressant, tous les dessins réalisés par les protagonistes de l'histoire ont été réalisés in real life par des étudiants en art. On se retrouve donc avec des pages où on voit de vrais tableaux, et ça je trouve que c'est méga stylé. On en apprend plein sur les techniques, sur les styles, sur les écoles et le cursus au Japon, c'est bien documenté. On voit que l'auteur a fait appel aux bonnes personnes et a su utiliser son expérience pour servir son histoire. Vous l'aurez compris, j'ai adoré, ne vous y trompez pas, c'est pas parce que j'aime les pinceaux que j'ai aimé, mais bien parce que le contenu nous emporte et est efficace. C'est pas un manga pour les artistes, c'est vraiment pour tout le monde, et ça, c'est sa force. Donc un bon 4,5 sur 5 pour Blue Period. Toujours en manga, mais en bref, le manga de Dr. Im, Shinotori, s'est terminé récemment, puisque le 3e et dernier tome est sorti le 10 mars chez Kazé. Je resitue pour ceux qui ne connaissent pas. Shinotori, c'est une histoire entre Evil Dead et les oiseaux de Hitchcock. Kuro est un prisonnier qui se retrouve sur un vol qui va mal tourner à cause de volatiles bien agressifs, et pendant que le voyage aérien vire au cauchemar, il va se retrouver à aider une petite, Toki, et c'est parti pour l'aventure. On voit des piafs avec forme humaine, ou des humains qui se transforment en piafs, et ils chantent pas la vie en rose ceux-là, non non. Oh non non non, ils sont plutôt du genre à voir très rouge et à s'attaquer aux hommes. Comme dans un scénar avec des zombies, une morsure égale une transformation. C'est donc un survival horror qu'on a là, et ça va très vite. Sauf que c'est pas si simple, puisque la petite Toki est aussi pourvue d'elle, mais ne semble pas, contrairement aux autres, perdre la tête. Dans leur périple, Kuro et Toki vont rencontrer beaucoup de monde, certains seront intéressés, d'autres n'auront pas le temps pour la morale, tout court, et useront de procédés radicaux, et d'autres encore feront preuve de plus d'humanité. Il faut donc survivre, et pour ça, ils vont devoir voyager et comprendre comment le Japon en est arrivé là dans l'épidémie de super méga grippe aviaire qui a copulé avec du Covid-25 du futur. De base, j'avais pas super apprécié le tome 1, je dois le dire, je trouvais que ça allait dans tous les sens, que c'était pas toujours lisible dans les dessins, que ça en faisait trop dans l'histoire. Les oiseaux, ils auraient pu être super oppressant sans mettre un énorme monstre immensément ridicule, au moins autant que sa taille en tout cas, mais j'imagine que ça doit plaire à pas mal de monde. Perso, je m'attendais juste à plus subtil. Quand je commence une lecture, je finis, et donc j'ai persisté et abordé le tome 2 différemment, puisque je savais déjà plus à quoi j'allais avoir affaire, et je suis rentré dedans plus facilement, peut-être aussi que le changement de décor m'a aidé. Comme je vous l'ai dit, il voyage, donc on voit plusieurs ambiances. Les monstres sont de plus en plus efficaces, et le manga est construit de façon à avoir des niveaux progressifs. Puis faut dire qu'on s'ennuie pas. Et donc arrivé le dernier tome, et pareil, un rythme effréné, des révélations, des retournements de situation comme on aime. On est dans ce tome 3 arrivé dans une ville, avec de nouveaux persos, hauts en couleur, qui vont aider nos amis, et l'ascension d'une immense tour, nid des pires infectés, devient inévitable et offre une palette de monstres bien fournie, jusqu'à l'arrivée du gros méchant bien moche, qui nous réserve une surprise. Voilà, je vais pas vous le dire non plus, faut le lire. Lisez-le. Niveau dessin, entre le premier et le dernier tome, je vois une évolution. C'est moins le bazar, même si parfois encore un peu bordélique, mais en même temps ça va bien avec le récit et la façon dont les héros doivent vivre leur situation. Les visages restent lisibles, c'est le principal, et les bébêtes sont assez originales. Ce qui ne me plaisait pas dans le premier tome, je l'ai oublié avec les deux derniers. Et finalement, je suis pas déçu et bien content de ne pas avoir abandonné parce que même si ça ne révolutionne rien du tout, que c'est du déjà vu, on change quand même juste les morts vivants avec des gros dindons, faut le dire, et c'est pas la construction narrative du siècle. C'est même assez simple et linéaire, mais c'est efficace. On veut pas qu'il arrive quoi que ce soit, ni à Toki, ni à Kuro, ou à d'autres personnages, et quand ça arrive, on est dégoûté. Mais c'est ce qui fait tout le sel de cette histoire. Donc pour cette série, qui je le rappelle s'est terminée avec ce tome 3, je vais partir sur un bon 3,5 sur 5. Et on va se faire un petit dernier pour la route, vraiment en bref. Purgatory Girl, chez Omake Manga, une œuvre de Masane Mori, qui apparemment est un spécialiste des récits d'horreur psychologique au Japon.
Mais c'est bien avec Purgatory Girl que nous le découvrons en France, le reste de ces récits étant encore inédit chez nous. Déjà la jaquette, fond noir, une fille énigmatique au regard dénué d'émotion, en noir et blanc, sauf le rouge qu'on retrouve dans ses yeux, sur ses ongles et lèvres, et dans la flaque de sang qui est juste à côté d'elle, où se trouve également un œil arraché à on ne sait qui. Voilà, ça donne le ton. On commence avec Chion, oui, elle s'appelle Chion. C'est pas moi qui l'invente. Une jeune fille qui se trouve être harcelée par ses camarades de classe, et pas de chance, cette année encore, elle va être dans la même classe que ses bourreaux. Et oui, mais cette année, il y a une nouvelle qui arrive dans la place et qui très vite se lie d'amitié avec notre petite Chion, aussi curieux que cela puisse paraître. Kyrie est jolie, sûre d'elle, intelligente, mais on voit qu'elle cache quelque chose, la petite dame. D'ailleurs, dans son ancien établissement, sa meilleure amie est morte dans des circonstances encore inconnues, et elle semble bien mystérieuse. Depuis son arrivée, il arrive des bricoles à certains élèves. Est-ce lié? Bon, c'est franchement prometteur ce premier tome. Déjà, le sujet du harcèlement au milieu scolaire, c'est bien abordé, peu exagéré, et l'ambiance est vite pesante. C'est un récit qui trouble assez rapidement, on ne sait jamais vraiment quoi penser, Kyrie a des regards tellement bien travaillés qui ne laissent pas passer une once d'émotion, ou qui au contraire accusent ceux vers qui elle pointe. En face d'elle, la douceur triste du regard de Chion vient contraster cette atmosphère qui est très lourde. Elles ont toutes les deux des cicatrices, au sens propre comme au figuré, qui les a chacune menées à réagir différemment face à des événements violents. On est très souvent en milieu scolaire, donc les cases sont assez similaires sur les décors, qui sont vraiment secondaires ici. On voit bien que le travail sur les dessins se porte plus sur les visages, les expressions et surtout les yeux. C'est ce qui m'a le plus marqué, les regards, tellement différents selon qui le lance. Il y a beaucoup de gros plans axés sur les visages et ça marche à fond, on se pose plein de questions tout le long du récit et c'est bien rythmé là aussi. Donc pour ce premier tome de Purgatory Girl, je vais mettre un joli 4 sur 5. Ils sont fort remarqués pour ce genre de récit. J'avais adoré Sayuri chez eux dernièrement et Personnage avait bien été efficace aussi. Affaire à suivre donc. Cinéma, même s'ils sont fermés, on regarde du VOD. Et d'ailleurs en VOD pour commencer, Come Away, sorti le 16 février sur Amazon Prime Video, 1h34 de style fantastico-dramatique de Brenda Chapman, qui a notamment réalisé Rebelle chez Disney, et c'est avec Angelina Jolie que je n'ai pas besoin de présenter. Alors Come Away, c'est l'idée de réunir dans la même histoire Peter Pan et Alice de Alice au Pays des Merveilles, en les faisant frères et sœurs. Leur maman, jouée par Angelina Jolie, et leur papa, joué par David Oyelowo, sont tous deux pris dans une tourmente de dépression liée à la perte d'un proche et à des problèmes d'argent. Pour les aider, Peter et Alice vont décider de prendre les choses en main, et chacun selon les histoires qu'on leur connaît, va devoir faire des choix pour sortir leurs parents de la mouise. L'idée de base me plaît bien. Mettre ces deux enfants qui vivent chacun leurs plus belles aventures dans des mondes imaginaires pleins de fantaisie, de fantastique, et de les mettre en confrontation avec le monde peut-être plus rigide qu'est celui des adultes, était un postulat de départ assez bon. Mais ça s'arrête clairement ici, parce que très vite on comprend que le film ne va pas décoller, et effectivement, il ne décolle jamais. Les enfants, qui sont donc face à la dure réalité, en perdant eux aussi un être cher, auraient pu s'évader grâce à leurs univers imaginaires, mais on touche ça à peine du doigt et pas de la meilleure des façons. Je dirais que c'est grossièrement réalisé et que si ce n'avait pas été Peter et Alice, ça n'aurait absolument rien changé. Leur monde ne se mélange jamais et aucun d'eux ne va vraiment aller dans son propre monde. En tout cas, il ne nous y embarque jamais. On tombe dans des clichés bien pourris, du style une daronne alcoolo et un père qui a des problèmes de jeu d'argent. Même ça, c'est raté. Ça sonne faux direct. Faut dire une chose qui me semble importante. Un bon film, c'est à qui il s'adresse. C'est, dirons-nous, la base. Et c'est souvent grâce à ça qu'un film, pour enfants, peut plaire aussi à un adulte, même si le contraire ne peut pas toujours le faire. Bah là, le film ne sait pas se positionner. Ça reste un drame, triste, un peu sombre, trop pour des enfants. Et c'est hyper cucu, donc là les ados vont rester complètement en dehors, et c'est bien trop facile et peu réfléchi pour être un film pour adultes. Déjà là on comprend pas. Le film veut raconter plein d'histoires, sans jamais aller au bout, et sans jamais développer aucun propos. C'est une suite de scènes, sans véritable lien, si ce n'est que c'est la même famille. Ça donne un film d'1h30 qui semble avoir duré le triple. Jamais émerveillé, si ce n'est par l'affiche, qui est clairement ce qu'il y a de mieux dans le film, mais qui ne décrit pas du tout le contenu. Je dirais même que c'est un peu mensonger. Même Alice et Peter, faisant partie de la même famille, c'est mal traité. Famille métisse, à une époque où ça semble être peu probable, on parle d'une période où la ségrégation raciale était en place,
entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, quoi. Mais ok, pourquoi pas, allez, ça sonne moderne, on va dire. Mais alors pourquoi vouloir moderniser qu'à moitié et ne pas ancrer cette histoire dans une période différente, comme aujourd'hui? Ça, je ne pige absolument pas. En fait, le même récit à notre époque, je pense que ça sonnerait bien plus juste. Ça reste mauvais, hein, mais ça aurait été un détail de moins ajouté à la liste des incompréhensions. À croire qu'on voulait nous vendre un truc bien pensant, mais tellement mal placé que ça fait l'effet inverse. Mais ok, passons aussi là-dessus. Admettons, on est dans un monde où on peut raconter ce que l'on veut. On s'en fout de la couleur. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de polémique à avoir. On s'en fout de l'époque. Ok, admettons. On peut envisager qu'ils habitent cachés loin de la ville. Et donc, on se focalise sur le contenu, sur comment on avance et comment on entre dans l'intrigue. Mais il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de contenu. Donc on reste sur le pas de la porte. Ça n'a ni queue ni tête. C'est un drame banal qui voulait être original, mais qui finalement est pathétique. On s'ennuie du début à la fin, il n'y a pas de rebondissement, pas d'émotion, pas de surprise, pas de féerie, pas de réelle innovation. C'est juste des acteurs, très moyens, même Angelina Jolie, et déguisés, à qui on a dit de balancer leurs répliques sans conviction dans des décors médiocres. On a mis un fond de conte connu pour attirer le spectateur, mais franchement, vous y fiez pas, c'est le film le plus raté que j'ai vu depuis bien longtemps, et nos contes s'en trouvent plus bafoués que réécrits. C'est affligeant. Donc on part sur un 1 sur 5, et j'ai juste envie d'oublier ce que j'ai vu. J'ai envie d'oublier cette horreur. Bon, on passe au dur là. On attaque la Snyder Cut, le film de Zachary. Et autant vous dire, tout de suite, j'aime pas du tout la Justice League de Whedon. Je suis déjà pas fan des comics Justice League, donc on part avec un handicap d'entrée de jeu. Alors c'est sorti à l'achat il y a quelques temps, mais depuis le 31 mars c'est dispo à la location, notamment sur YouTube. Comme son nom l'indique, Zack Snyder's Justice League est la version qu'aurait dû être le Justice League de 2017 si Snyder l'avait finalisé. Pour ceux qui vivent sur Mars et n'ont pas encore entendu le pourquoi du comment de ce film, c'est assez simple. Zack Snyder, le réalisateur qui a déjà fait le Batman vs Superman ou le Superman Man of Steel, a pendant le tournage de ce film malheureusement perdu sa fille et n'a pas pu poursuivre ce qu'il avait commencé. Warner a donc mis le projet entre les mains de Joss Whedon, qui est connu surtout pour être celui derrière la série Buffy contre les vampires, mais également, et qui se rapproche plus de notre registre, être le réalisateur d'Avengers, l'ère d'Ultron, qui est, de mon point de vue, un des pires films du MCU. Après sa sortie, on n'était pas vraiment super content du résultat, Justice League de 2017, et certains ont commencé à faire des pétitions pour avoir une Snyder Cut, et ça a marché, puisqu'aujourd'hui, on l'a. La Warner avait rassuré tout le monde en expliquant que le matériau de base serait préservé pour la sortie de la première version, je parle. D'ailleurs, Snyder avait déjà filmé plus de 80% des scènes, mais c'est bien d'avoir des rushs. Après, faut les monter pour faire les arrangements, faut faire la colorométrie, le mixage, etc. Donc une fois le film tourné, il reste bien 70% du travail à finir, et c'est bien là que Whedon a chié dans la colle, parce que en post-production, c'était la cata. Mais est-ce que ceci n'a justement pas servi à Snyder finalement? C'est bien la question, puisque sans flop de Whedon, qui nous dit qu'il aurait fait mieux? C'est possible, mais aurait-il fait un film de 4 heures, un film sombre? Aurait-il gardé autant de scènes et pris le temps de faire le film qu'on attendait? Eh ben j'en doute. Et surtout parce qu'on connaît les pressions que peuvent mettre les distributeurs, les producteurs, les investisseurs pour sortir un film. Les budgets, les délais, tout ça quoi. Donc je pense pas qu'il aurait eu autant de temps pour peaufiner son film. Et du coup, parlons-en du film. Le plot est simple. Superman est mort. Eh bah oui, les potes, fallait voir Batman vs Superman. Et Batu veut monter une équipe de super-héros pour contrer les menaces qui planent au-dessus de nos têtes, et il est aidé par Diana, alias Wonder Woman. Alors qu'est-ce qui change versus la version de Joseph? Déjà la durée. Pas les macarons, ça n'aurait strictement rien à foutre ici. Le temps, la durée, dans le temps. La nouvelle version dure 4 heures. Oui, faut se le faire, 4 heures de film, quand l'ancienne n'en durait que 2 heures. On a donc le double de temps, ce qui est vachement plus simple pour raconter une histoire et surtout pour mettre les choses en place. Et ça, c'est un autre point qui change. L'expédition de Batman pour recruter son équipe est vachement plus travaillée, on passe plus de temps sur chacun, on a le temps de les comprendre, de voir leur background et donc de s'attacher. Et ça ne marche pas qu'avec les héros, les méchants vilains, eux aussi, ils sont bien mis en place. Puisque là, nous avons enfin un scénario, chose qui n'existait pas avant, ça semblait inexistant dans la version de 2017. C'est pas non plus un film d'auteur, on est loin d'un François Truffaut ou d'un Aronofsky, mais c'est pas non plus ce qu'on attend de ce genre de film, bien que je pense que les deux ne soient pas incompatibles. Bref, je parlais des méchants,
Et quelque chose diffère grandement au-delà de la nouvelle apparence de Steppenwolf, qui était l'unique antagoniste en 2017, et ici, il est plus seul. En fait, il est même là pour le compte de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Darkseid, le gros méchant de l'univers d'ici. On pourrait le comparer à Thanos de chez Marvel, pour ceux qui connaissent pas. Il doit conquérir plusieurs milliers de mondes pour son maître, Steppenwolf, suite à une trahison, et il veut revenir sur son monde où règne Darkseid. Et Darkseid, on le voit dès le début, puisque c'est lui qui se bat contre les protecteurs de la Terre dans le récit de Diana, et non plus Steppenwolf, dans la version 2017. Et ça change pas mal. D'ailleurs, on a un autre perso qui échange avec lui, qui s'appelle Desaad, et qui est le bras droit de Darkseid. Tout ça, on l'avait pas dans la première version. Donc là déjà, ça change énormément de choses. Et pour faire tomber la Terre, notre ami Steppen doit retrouver les 3 boîtes mères et les réunir pour créer une force nécessaire à la destruction de mondes. Sauf que Batman vient de créer son équipe et ils vont tout faire pour contrecarrer les plans du vilain pas beau. Niveau post-production, c'est donc vachement mieux, plus sombre. Snyder a enlevé toute la saturation version parc d'attractions qu'avait mis Whedon, et ça donne un côté beaucoup plus mature au film, et il a aussi mis son métrage en format 4/3. Bon ça, j'ai pas compris, pour moi ça n'a aucun intérêt ici, si ce n'est que de dire à Whedon « Tiens, j'ai vraiment rien fait comme toi, mon petit connard là ». Oui, parce que je pense que Snyder parle comme ça. Bon, ok, niveau montage, Snyder a fait un film à chapitres. Bon, je comprends pas non plus, j'ai juste l'impression qu'on me prend pour un débile avec les films à chapitres et qu'on me dit, voilà, là on change de chapitre, t'es pas perdu, je te tiens la main quand tu traverses la route, et regarde à droite et à gauche avant de t'engager sur le passage piéton quand le feu est rouge pour les voitures. Voilà, en gros c'est ce que je ressens quand je vois un film à chapitre. Donc oui, il y a des trucs qui restent nazes, on pourrait parler des rues de Gotham qui sont clairement en carton-pâte, j'aime toujours pas Ben Affleck, mais bon ça, les goûts, hein. Je trouve juste que son menton le trahit trop, et que même avec son masque, on le reconnaît. Les scènes sous l'eau, oui, il y a Aquaman dans le film, sont pas franchement réussies. Je pourrais aussi parler de la coupe de Cyborg, qui est nickel, alors qu'il est clairement dépressif, et doit avoir un rasoir dans son attirail, et prend le temps de se coiffer. Et le mieux, dans la bataille du début, la glissade sous la porte qui se ferme. Waouh, génial. Bon, il y a quand même beaucoup de mieux. Je pourrais parler des apparitions de persos plus ou moins importants, mais je vous laisse découvrir, ça donne le sourire de temps en temps. Je pourrais parler de Lois Lane, qui semble bien plus affectée par la disparition de son mec. Son mec, dont on aperçoit le retour seulement après plus de 2 heures de film, du coup ça donne un côté moins bâclé. Les changements de costume, Steppenwolf à Clarkounet, ou encore dans la bataille finale, la couleur orange dégueulasse qui a totalement disparu, et c'est quand même bien mieux comme ça. Mais le mieux, c'est surtout sur la place que prennent Aquaman, Cyborg et Flash. En 2017, il servait clairement à que chi. Là, c'est tout l'inverse. Aquaman est plus présent et prend vraiment part aux batailles. Flash est toujours le bout en train de la bande, mais sans lui et ses pouvoirs, pas d'histoire. Et Cyborg, c'est sûrement celui qui prend le plus d'importance, puisque c'est presque le personnage central de l'équipe, quand il était le grand oublié dans le film de Joss Whedon. Je dois bien dire que 4 heures, ça m'a fait peur, mais finalement, j'ai regardé ça d'une traite, et ça m'a pas paru aussi long que le premier qui dure pourtant moitié moins. C'est plus clair dans le récit, plus sombre dans les images, c'est mieux monté, même la musique est mieux, et ça laisse la porte ouverte pour les histoires futures, si elles ont lieu, avec le départ de Ben Affleck qui laisse la place à Pattinson, il n'y aura sûrement pas de continuité avec Batman, mais sait-on jamais. Alors je vais partir sur un 3,5 sur 5 pour la version de Snyder, qui nous offre quand même un film bien plus travaillé et plus respectueux de ce qu'est l'univers d'ici, de ce qu'il nous donne en comics. Sachez que j'aurais mis 0,5 sur 5 à celle de Whedon. Vous voyez quand même le fossé entre les deux. Et on en a fini pour les films, on sort maintenant la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, on a quelques Deadpool qui sortent en avril, mais il y en a un qui attire plus mon attention que les autres, c'est Deadpool Assassin, qui sortira chez Panini Comics le 7 avril, donc pour ceux qui écoutent, le jour de la sortie, c'est dans 2 jours. Et on retrouve Cullen Bunn, dont je vous ai parlé plusieurs fois, surtout pour Bone Parish, série qui vient de se terminer d'ailleurs, c'est trop bien Bone Parish, 3 tomes, allez le lire. Et pour ce Deadpool, on retrouve aussi au dessin Mark Bagley, qui a énormément travaillé sur Spider-Man, et ce depuis le début des années 90. C'est pas un petit nouveau. J'ai pas beaucoup parlé de Deadpool ici, pourtant c'est un personnage que j'aime beaucoup, autant pour l'humour que pour les aventures sans détour et le fameux 4e mur qu'il brise régulièrement. Dans cette nouvelle histoire, Wade Wilson atterrit à la Nouvelle-Orléans,
où il se fait des potes, mais comme il sait pas fermer sa grande bouche, il va surtout se faire des ennemis et pas des petits bras. La guilde des assassins en a après lui, et son facteur auto-guérisseur va devoir se montrer à la hauteur. C'est un one-shot, donc on a un récit complet en un seul bouquin, et je fais entièrement confiance à Cullen et Mark pour nous livrer une aventure bien dingue du héros canadien le plus fou et le moins crédible de l'univers Marvel. En comics toujours, chez Urban Comics, le 9 avril, un nouveau Deceased va sortir, Hope at World's End, et Deceased, c'est un peu la version DC de Walking Dead. Vous voyez le jeu de mots, hein, Deceased, décédé, avec les initiales DC. Bon, vous avez compris quoi, je vais pas... Oui, bon, bref. On a déjà 2 ouvrages sur cette saga, qui est un mélange entre L'Armée des Morts et Cellulaire de Stephen King, et Darkseid, encore lui, a trouvé le moyen d'envahir la Terre grâce à une formule qu'il insère dans Internet, et la population se fait infecter via la technologie. Sauf que les héros aussi étaient infectés dans la mini-série initiale. Et ils ne sont pas épargnés, hein, puisque même des grands noms subissent jusqu'au point de non-retour les méfaits de cette épidémie. T'ouvres ton iPhone, ou ton Huawei, ou ton je ne sais quelle marque, tu vas sur Internet, et paf, tu lis un truc, il y a une équation dedans, toi tu la vois pas, mais tu deviens un zombie. Donc dans ce volume, l'équation anti-vie a infecté une grande partie de la populace, et on ne compte plus les pertes, autant chez les vilains que chez les héros. Metropolis n'est plus, et les survivants que sont Superman et Wonder Woman font leur possible pour mettre fin à la vague d'infection et protéger les rescapés. Et le plus dur au milieu de ce bazar, c'est de garder espoir, alors que la bataille semble perdue d'avance. Bon, c'est pas nouveau, on a déjà vu à peu près la même chose chez Marvel il y a 10 ans, peut-être même en un peu plus trash, en tout cas en plus malsain, ça c'est sûr, mais c'est quand même bien cool de voir les versions zombies de Superman ou du Joker. C'est tout aussi cool de voir des personnages s'allier pour contrer ce mal, aussi bien des héros que des vilains. C'est pas non plus le récit du siècle, mais c'est divertissant, et les zombies, c'est efficace. Tom Taylor, qui est l'auteur, est d'ailleurs plutôt bon sur les scénars, même si le premier était un peu trop rapide, finalement le but est juste de voir une bonne histoire horrifique dans l'univers d'ici, et j'ai pas été déçu, donc je vais aussi lire le prochain avec plaisir. Et on passe au manga dans la boîte de chocolat, et chez Panini Manga, une œuvre de Mito Shinji qui s'appelle Alma, un peu comme Alma Marceau, mais là c'est juste Alma, il n'y a pas Marceau. Le premier tome sortira le 7 avril, lui aussi, donc toujours dans 2 jours, si vous écoutez ça le jour de la sortie. Le monde a l'air d'avoir été dévasté, il ne reste que ruines et désolation sur la Terre. Ray cherche dans ce monde d'autres survivants, lui qui est accompagné de son ami, alors Triss, mais j'ai envie de l'appeler Trice, qui semble lui porter un regard anxieux. C'est alors que Ray se fait attaquer, et Trice, qui s'est interposé entre l'assaillant des cieux et son ami, révèle un secret gardé depuis 15 ans. L'aventure commence pour le garçon, qui sera aiguillé par son ami. Alors l'auteur n'est pas connu dans nos contrées, mais il a remporté en 2015 le prix du jeune talent 4 saisons du magazine Afternoon, pour un one-shot, qui est donc inédit en France, intitulé Allegro. Il a ensuite fait Dareka no Sekai, en 2 tomes, inédit aussi chez nous, puis a pris du temps pour réaliser ce Alma, qui est un shonen terminé en 4 volumes au Japon, et qui arrive maintenant chez nous. L'univers post-apo a l'air plutôt bien fait dans les planches que j'ai pu voir, et les dessins sont très propres, détaillés, fins. J'ai hâte de la voir entre les mains. En plus, il y a une bébête toute mignonne là, alors c'est sûr que je vais aimer. On continue avec un autre manga, et cette fois c'est une réédition, et je suis trop content parce que j'avais lu 2 ou 3 tomes de cette histoire, mais impossible de mettre la main sur la suite, c'était plus édité. Donc là, qu'ils le ressortent, ça me fait très plaisir. Je parle de Eden, aussi chez Panini Manga, décidément Panini nous gâte en ce moment, qui est un manga en 18 volumes, paru initialement en 98, de Hiroki Endo, à qui on doit aussi Soft Metal Vampire. On retrouve encore une fois la Terre dévastée, hein, sinon c'est pas drôle, mais on aime ça, et c'est même en partie pour ça qu'on va le lire. Le closure virus, un dérivé du coronavirus je pense, a dévasté la population mondiale, et au milieu du chaos qui règne, l'humanité tente de survivre, et la famille Ballard, dont l'un des membres, Enoa, est immunisé contre le virus depuis sa naissance, et peut-être une chance inespérée d'y arriver. Malgré avoir frôlé l'extinction, les hommes avec un grand H ont gardé leurs vices de toujours, à savoir l'égoïsme, l'avarice et la volonté de domination, l'individualisme. Dans mon souvenir, c'était bien violent, mais très réfléchi, et ça sonnait plus comme une vision dystopique de notre société que comme une simple histoire futuriste post-apocalyptique. J'avais été charmé par les Cara Divine, et tellement frustré de ne pas connaître la suite, donc à partir du 14 avril, les 2 premiers tomes ressortiront, et je vais me replonger dedans avec joie, et je vous invite à découvrir vous aussi ce récit cyberpunk totalement fascinant. Et en cinéma / VOD, bah y a rien.
Je vais pas inventer des trucs que j'ai envie de voir sur les catalogues de Netflix ou Amazon. Je vois que dalle qui pourrait m'intéresser. Alors peut-être que je vais craquer et que je vais acheter le Wonder Woman 84, mais franchement ça peut aller l'air dingue, donc on verra de quoi on parlera dans le prochain numéro. En attendant, on passe aux temps anciens. Approchez-vous tout le monde, je vais raconter l'histoire des temps anciens aux étrangers. Comme vous le savez, c'est le moment où on parle du passé, et comme je vous ai présenté un comics la dernière fois, ce coup-ci je vais parler d'un manga, et pas n'importe lequel, puisque j'ai choisi une œuvre qui date de 1972, de l'auteur Kazuo Koike, qui nous a malheureusement quittés en 2019, et dessiné par Kazuo Kamimura, lui aussi parti mais il y a plus de 30 ans, et ce manga a clairement inspiré Quentin Tarantino pour faire Kill Bill. Je vais bien évidemment parler de Lady Snowblood. Alors je pense que Quentin s'est surtout inspiré des films Lady Snowblood plutôt que du manga, sorti juste après justement, en 73 et 74. Pour commencer, Lady Snowblood est arrangée dans le genre Gekiga. Donc c'est, pour l'époque, l'équivalent du seinen d'aujourd'hui, pour faire court, vraiment je résume. C'est le manga pour adultes, car plus violent, plus cru, plus mature aussi. Alors, on est plongé dans le début de l'ère Meiji, fin du 19e siècle, et Osayo, emprisonnée pour le meurtre de son mari et de son fils, ne pense qu'à une chose, la vengeance. Parce que c'est trois bons gros connards qui décimèrent sa famille, en plus de la violer. Imagine, on te viole, on tue ta famille, et c'est toi qui payes le prix en allant en tôle. Sympa. Du coup, cette petite dame n'a qu'une idée en tête, punir ces trois bourreaux. Seulement, elle est emprisonnée à perpétuité, la dame. Et le seul moyen qu'elle a trouvé pour assouvir sa vengeance, c'est de tomber enceinte, pour que son enfant prenne le relais. Elle meurt en couche, elle donne naissance à Yuki, qui veut dire neige en japonais, voilà, c'est cadeau, qui sera élevée par un maître du sabre et deviendra une vraie machine à tuer, une tueuse professionnelle, magnifiquement belle, et sera d'ailleurs grassement payée pour honorer ses contrats, ce qui l'amènera à faire plusieurs rencontres de tout type de personnes. Au cours de plusieurs courtes histoires, le récit évolue et Yuki va affronter de nombreux ennemis comme la Kenpetai, l'armée impériale ou encore l'Akatsuki. Et oui, bien avant Naruto, il y avait déjà l'Akatsuki. Elle dissimule dans son ombrelle une lame avec laquelle elle tranche ses ennemis. Pour arriver à ses fins, elle utilise tout ce qui est en son pouvoir, et sa grande beauté la pousse parfois à user de ses charmes pour finalement terrasser ses adversaires. C'est un manga qui ose, et de nombreuses scènes montrent des corps nus, mais sans jamais être vulgaires. Il s'agit simplement d'une arme pour Yuki, et elle s'en sert comme telle. Donc on évite de mettre ça quand même dans les mains d'un enfant, s'il vous plaît, parce que même si c'est pas trop poussé et succinct, ça reste légèrement érotique. D'ailleurs, à la base, il a été publié dans le Playboy japonais, ce manga. Dans ce bouquin, on retient surtout la puissance qui en ressort. Autant sur l'histoire dramatique de cette mère puis de sa fille, à la morale douteuse, que sur les dessins qui n'ont absolument pas vieilli. C'est élégamment dessiné, même 50 ans après, et les coups de sabre, les paysages enneigés tachés de sang, ou les visages grimaçants des ennemis qui tombent sous les coups de l'héroïne, font tout le sel de ce chef-d'œuvre. Le récit se découpe en 3 parties, une genèse, puis les aventures de Yuki, et enfin un prologue. C'est un classique du genre, si vous ne l'avez pas, foncez, allez le lire, il est toujours aussi poignant et passionnant. En plus, c'est 500 pages. Donc oui, ça a l'air gros comme ça, mais on est quand même loin des 1 milliard de tomes de One Piece, donc 500 pages en fait, c'est rien. Vous pouvez vous le procurer aux éditions Kana, chez tous les bons libraires, du style le Renard Doré. Oui, je fais de la pub. Gratos, ils sont sympas, ils savent absolument pas que j'existe, mais je les aime bien, donc voilà, rien à foutre, je fais qu'est-ce que je veux, je parle du Renard Doré. Et vous pouvez regarder des films du même nom, même si Yuki est un peu différente, je dirais plus humaine peut-être, et surtout plus habillée, ça reste cool à voir, et refaites-vous Kill Bill, vous verrez que c'est construit vraiment de la même façon, et que le perso d'Orenishi est clairement un hommage à l'œuvre des deux Kazuo. Et voilà mes petits Geekoonyou, on passe à la dernière rubrique, le partage. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Et madame, ayant eu peur d'un confinement plus strict, elle a voulu être prévoyante. Du coup, on a pris quelques jeux de plateau, et dans le lot on s'est chopé un jeu de chez Fantasy Flight Games, qui s'inspire de la littérature horrifique de notre cher ami Lovecraft. Vous allez croire que je fais une fixette sur lui, j'en parle quasi à chaque épisode. Mais que voulez-vous, il est partout, c'est pas moi qui l'ai mis dans les rayons. C'est pas nouveau d'ailleurs, ce jeu. On s'est pris la version 2, qui est sortie il y a à peu près 1 an je crois, et ça s'appelle Les Demeures de l'épouvante. On n'est pas hyper familiarisé sur ce genre de jeu, j'ai participé quelques fois
à de sympathiques parties, mais je ne me suis jamais réellement investi dedans, et surtout j'en avais jamais fait l'acquisition, j'ai toujours joué chez des potes, c'est donc le premier jeu hors Scrabble, Trivial Pursuit et autres Monopopole que nous avons à la maison. Donc l'originalité de ce jeu de plateau, presque un jeu de rôle, c'est qu'on n'a pas besoin de maître du jeu. Et pour des presque noobs comme nous, c'est quand même un point en moins, surtout qu'on joue qu'à 2 pour le moment. On peut même y jouer seul, pour le coup. Pas besoin de maître parce que c'est une application qui s'en charge. Et finalement, ça fait hyper bien le taf. La prise en main est plutôt simple. Après 2 parties, pour bien appréhender les règles, ça devient assez fluide. On se laisse guider par l'application qui nous plonge bien dans l'ambiance. On découvre le plateau au fur et à mesure. Et comme il y a plusieurs scénarios, les plateaux diffèrent selon celui qu'on a choisi. On n'a pour ça qu'à placer les tuiles au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et qu'on découvre de nouveaux lieux. Coucou le scooter. Je sais plus où j'en étais, donc je disais, on découvre de nouveaux lieux à explorer, voilà. On a pour ça qu'à placer les tuiles au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, et qu'on découvre de nouveaux lieux à explorer. Il y a des scénars plus compliqués que d'autres, plus longs, mais en moyenne, c'est des parties de 2 à 3 heures, qui sont bien prenantes, sauf quand on se prend des raclés à chaque tour, ça vénère de ouf, mais je vous rassure, c'est justement ce qui met un peu de piment. Le jeu est en français, et il existe des extensions, mais les 4 scénarios qui sont de base dedans ont déjà une bonne durée de vie, puisque c'est un jeu coopératif, donc selon vos actions, les résultats ne seront pas les mêmes. Vous aurez le choix d'incarner l'investigateur qui vous conviendra le mieux entre 8 personnages, chacun ayant des spécificités propres. Si vous jouez en solo ou à 2, je vous conseille de prendre 2 persos chacun, vous avancerez quand même vachement plus, et pour enquêter c'est plus agréable et moins frustrant. Les monstres sont très cool, pas toujours faciles à terrasser, surtout si vous avez subi des dégâts, mais si vous avez bien tout fouillé pendant vos phases d'exploration, vous aurez de quoi les affronter. Vous rencontrerez au cours de vos recherches plusieurs personnages qui vous aideront, ou à l'inverse vous mettront des bâtons dans les roues. Franchement, l'atmosphère est vraiment très cool et colle bien à l'univers Lovecraftien, et je tiens à dire que Lovecraftien est un mot qui existe et ne représente pas une faute quand vous le tapez sur Word. Et ça, c'est magique. Je l'ai découvert en préparant ce podcast. J'adore. Bref, on s'amuse bien avec madame et j'ai hâte d'y jouer à plusieurs, à plus de 2, mais déjà là, ça marche super fort. C'est un jeu sorti de l'esprit de Nicky Valence et il y a pas mal d'illustrateurs qui eux aussi ont fait un sacré boulot esthétiquement, c'est fort agréable. Les pièces qui composent le jeu, que ce soit les figurines plastiques, qui donnent envie d'être peintes à la Warhammer d'ailleurs, quand on les voit, sont hyper efficaces, monstres comme investigateurs, les tuiles de plateau sont belles, les cartes aussi, et l'appli vient mettre l'ambiance, que ce soit sur le fond sonore, comme sur les explications et le déroulement. Franchement, on s'éclate plutôt bien avec madame, Si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, c'est un coup par contre, 90 balles quand même, Oui, ça fait mal. Donc si vous voulez pas débourser autant sans être sûr que ça vous plaise, voyez si vous pouvez pas soit en trouver un d'occasion, soit le tester chez quelqu'un qui le possède, ou quand les bars réouvriront, si vous en avez un qui propose ce genre de jeu, voyez s'ils l'ont et testez-le. Perso, je regrette absolument pas. Et voilà mes petits geekounious, on arrive à la fin de ce numéro de Supplément Geek. Le prochain ne mettra pas autant de temps à sortir et j'ai déjà pas mal de trucs sous le coude à partager avec vous, donc on se retrouve très vite. Et en attendant, on peut se capter sur Instagram à Geek Supplément tout attaché. Vous connaissez les 5 étoiles, le pouce en l'air, ça aide bien pour le référencement, je vais pas vous saouler avec ça. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie. Je sais que les chats adorent les comics, donc voilà, partagez les petits potes. Sur ce, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous fais de gros bisous, plein de gel hydroalcoolique. Je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.